Bienvenue dans le territoire de Belfort-Cast. Le 56 cast numéro 90. Ça va. Heureusement. Tout va bien. Territoire de Belfort-Cast. Heureusement que c'est bientôt fini. Parce que les départements, je crois qu'on a fait le tour en fait. Et au fait, Camille, on fait quoi pour le sang? Et il y a quelqu'un qui a... En février-mars, hein, dans ces eaux-là? Mais le problème va se poser beaucoup plus tôt que 100, mon cher Erwan, parce qu'après 95, on fait quoi? Non, mais moi je te parle des 56 cast numéro 100, il va falloir penser à quelque chose quand même. Hein, genre un événement? Mais genre un truc quoi. Genre inviter quelqu'un de dingue? Ouais, ou faire ça en public. Ou avec Thomas Pesquet en direct depuis la Station Spatiale Internationale? Ouais, pareil. Ok, on fait ça. Ceci est un défi. Non, dans le 56 cast numéro 90, on va parler de hackathon à la BNF avec Mathieu Bonicel, qui est directeur du futur à la BNF. Non, pardon, responsable innovation, ce qui est un peu C'est pareil. la même chose. C'est presque pareil. On va dire ça, on va dire directeur du futur. Non, je peux. Faites-vous plaisir. Ouais, voilà. Directeur du futur. Et Tam Kin-Jung, qui est chercheur en sciences humaines et sociales, design, réseaux sociaux et des tas de choses intéressantes sur les internets, et qui a participé au hackathon avec l'équipe de Gallica LOL, qui a fait du LOL avec Gallica. Comme son nom l'indique, c'est bien, on n'a plus besoin de faire du podcast, on a tout dit. Au revoir, à la semaine prochaine. Ça, c'est une blague. Donc, un hackathon à la BNF, c'était la première fois, non? Ouais, c'était le premier. Alors, pourquoi vous avez fait ça? Alors, pourquoi on a fait ça? Au début, on avait une thématique très très compliquée, parce qu'on a mis des choses compliquées un peu à la BNF, qui était conquérir les publics en devenir de l'économie numérique. Et du coup, il fallait traduire ça en quelque chose d'un petit peu plus concret. Donc, j'ai tenté le coup, j'ai dit on va faire un hackathon. Et Laurence Angèle, la nouvelle présidente de la BNF, qui est arrivée à ce moment-là, au printemps dernier, a dit « Ah, un hackathon, très bonne idée ». C'est un peu à la mode. C'est un peu à la mode, mais il n'y en a pas tant que ça dans le secteur culturel. Il y en avait eu un au ministère de la Culture. Mais voilà, nous, on s'était dit qu'on est quand même une des institutions publiques qui a mis le plus de données ouvertes en ligne. On a quand même énormément de données. Et de proposer aux gens de partager un peu ces données avec nous et que les citoyens puissent prendre en main ces données pour en faire quelque chose de créatif, c'était une idée qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Et aussi parce que Gallica, qui est notre bibliothèque numérique, qui est la plus grosse de nos applications, mais il y en a beaucoup d'autres, mes collègues au département informatique, ils disent c'est presque trop gros pour nous aujourd'hui, il faut qu'on puisse le partager avec d'autres pour que notre feuille de route ne soit pas uniquement regardée dans nos propres services, mais qu'on puisse la partager avec d'autres. Donc c'était ça l'idée, c'était de voir ce que les citoyens, n'importe qui, puisque tout le monde pouvait s'inscrire, pouvaient faire avec les données de la BNF. Voilà, donc le principe c'était 24 heures, ouais, n'importe qui pouvait s'inscrire, vous mettiez à disposition les données de Gallica ou de... De l'ensemble de nos applications, donc tout une ce grosse qu'est la application de BNF. données ouvertes, de Linked Open Data qui est data.bnf.fr, nos catalogues, nos bases en ligne et Gallica, notre bibliothèque numérique. Du coup, il y avait plus de ressources que ce à quoi on a habituellement accès sur vos plateformes Open Non. Data. En fait, le truc, c'est que c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on n'a rien fait de spécifique. On a préparé des formations, on a préparé quelques jeux de données qu'on avait précalculés, mais l'ensemble est disponible tout le temps, H24, maintenant et demain et pour le futur. C'est juste qu'on avait envie justement de partager ça sous la forme d'un événement et aussi de former les participants à l'exploitation d'un certain nombre d'API qu'on a développés, qui existent, qui sont en production, mais qui nécessitent un petit peu... C'est une interface qui permet de récupérer des données pour les traiter. Oui, l'API, c'est une prise qui permet de te brancher pour être en interopérabilité quand toi tu développes un truc. Ça t'évite d'avoir à construire beaucoup de code pour te connecter à quelque chose. Tu as une prise, cette prise elle est documentée, tu te branches dessus. Une API, c'est ça. Et puis ça, vous cherchez aussi à créer une sorte d'effervescence. C'est l'idée du hackathon, c'est on réunit comme ça plusieurs dizaines de personnes au même endroit pendant 24 heures. Ça crée... Voilà, ça crée des choses aussi à ce moment-là en particulier. Tout à fait. Et on s'est placé dans le cadre de la semaine de l'innovation publique, qui était la semaine dernière et qui était organisée par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Donc il y a eu un gros événement à la Gaîté Lyrique, mais il y avait des événements partout en France sur ce que l'administration, le secteur public fait dans le domaine de l'innovation au service des citoyens. Et donc on s'est placé comme le dernier événement de la semaine pour avoir aussi un encadrement au niveau national et montrer que la BNF participe à cet effort de modernisation. Et du coup, les projets qui devaient être faits pendant ce hackathon, le but c'était quoi? C'était qu'ils profitent aux gens eux-mêmes pour leur faire découvrir la richesse de la BNF? C'était qu'ils profitent à la BNF pour lui donner des nouvelles idées? Ça bénéficie à qui? C'est tout, ça bénéficie à tout le monde. Alors bien sûr, il y avait un enjeu puisqu'on a distribué un prix. Donc pour nous, c'était de dire on va sélectionner le meilleur projet et on le développera pour de vrai
dans les applications de la BNF. Mais en fait, on va sans doute contacter plusieurs projets parce que les résultats étaient tellement satisfaisants qu'on va essayer de s'inspirer de pas mal de choses pour faire évoluer nos services. Mais c'était aussi que certaines équipes puissent, si elles veulent, pérenniser un service puisque on a tout développé en CC BY, donc en Creative Commons. Donc l'idée, c'est que ce code, ensuite, il est partageable. Nous, le projet qu'on va faire, on va aussi le faire en Creative Commons. Ça va nous obliger à documenter ce code et à le repartager. Donc l'idée, c'est de partager les services, que ça puisse bénéficier à la BNF, mais que ça bénéficie aussi à tous ceux qui peuvent récupérer ce code et qui ont envie de le pérenniser. Ok, donc le vainqueur, ça a été un projet qui s'appelle Gallicart. Attention, jeu de mots, Gallicart, parce que ça permet d'afficher en fait les résultats de recherche sur Gallica sous forme de carte. Donc, il y a un site à part entière qui permet de faire une recherche, on recherche le thème, etc. Et après, les résultats s'affichent avec des petits points sur une carte. Et il y a aussi, ce qui est prévu, c'est une intégration en fait sous forme de plugin d'extension Chrome qui permet de le mettre directement dans Gallica. Et on a l'affichage classique en mosaïque, l'affichage sous forme de liste, et on voit là l'affichage sous forme de carte. Voilà, alors ça c'est typiquement pour ça que ça s'appelle un hackathon, parce que là, qu'est-ce qu'ils ont fait très concrètement? Ils ont hacké l'interface de Gallica, c'est-à-dire qu'avec un plugin Chrome, ils incrustent, moi j'ai trouvé ça génial, je connaissais pas, ils ont incrusté le service dans, en fait ils font comme sous Photoshop, tu fais un layer, tu fais une couche en plus et tu affiches ton service. Bon, ça c'est fait avec un plugin Chrome parce que c'est pour montrer le proto, mais l'idée c'est pas du tout de le faire en termes de plugin Chrome, c'est de le mettre en dur dans l'interface de Gallica, on va le développer. Mais ce qui est marrant avec ces histoires de plugins, c'est que tu peux prendre un site, le hacker et montrer ce que ça donnerait si tu rajoutais tel ou tel service, et tu peux faire ça en 24 heures. Quand tu es bon. Enfin là, en l'occurrence, ils sont très bons. Donc, c'est vraiment intéressant parce que la géologue, c'est vraiment un sujet qui nous tenait à cœur. Et derrière ça, évidemment, c'est assez spectaculaire. Le plus intéressant, c'est ce qu'ils ont fait derrière. C'est-à-dire que dans Gallica, tu n'as pas les coordonnées GPS, tu n'as pas ce qui te permet vraiment de faire directement l'affichage dans une carte. Tu fais d'abord une recherche dans Gallica sur un sujet, tu retrouves les noms géographiques associés à ce sujet, et ensuite tu passes par notre application de data, tu fais une requête en Sparkle, qui est un langage assez compliqué, pour récupérer les informations géographiques depuis une autre appli de la BNF qui t'envoie les données géo. Après, tu mixes tout ça pour fabriquer une carte. Ah oui, donc il y a un vrai enjeu de données derrière quand même. Ils ont beaucoup travaillé. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que quand on fait une requête en Sparkle, quand ça devient très compliqué au bout d'un moment, on sort un crayon de papier. C'est-à-dire qu'en fait, on fait la requête à la main et après on la code. Et ça, c'était fantastique. Quand ma collègue du service des données a sorti son crayon de papier et qu'elle dit on va faire la requête, j'ai trouvé ça fantastique. Directeur du futur, on l'a dit. C'est ça, le crayon à papier, c'est une valeur sûre. Et donc, ouais, c'est intéressant parce que du coup, il y a plusieurs usages. D'abord, pour le grand public, ça permet de voir des résultats. Par exemple, on cherche des vieilles photos, des vieilles cartes postales anciennes de villes et on les voit directement géolocalisées à l'endroit où elles ont été prises, qui est quand même plus sympa que de les voir sous forme de liste, c'est d'aller vérifier une par une. Et effectivement, comme ils disaient dans leur présentation PowerPoint que j'ai consultée, pour les gens qui ont des besoins un peu plus pointus, les chercheurs, ça peut donner des nouvelles pistes de recherche en voyant que il y a certains des résultats qui sont regroupés dans une même région. Enfin, ça fait des rapprochements. Oui, tout à fait. Ça présente les résultats d'une certaine façon et ça peut donner des idées. On l'avait peut-être pas vu comme ça. Exactement. Ça se rapproche un peu de toutes ces thématiques qu'on a autour de la data vise. C'est-à-dire, en gros, essayer de visualiser les données autrement qu'à travers une grosse masse indigeste de lignes de code. Là, en plus, on est sur de la carto, donc c'est éminemment visuel. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir visualiser tes résultats et que, d'un simple point de vue sensoriel, la façon dont c'est représenté te donne des infos ou te donne des idées, parce que quand tu es chercheur, tu as besoin d'idées et pas seulement de résultats, qui peuvent te permettre d'envisager autrement ton jeu de données. Ça, c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup nos chercheurs. Donc, effectivement, il y a un aspect grand public. Je vois les résultats sur une carte et c'est marrant, je peux aller me balader dans mon coin. Et puis, il y a un aspect recherche vraiment où je visualise d'une autre façon les résultats d'une requête. Et est-ce que quand on voit un projet comme ça qui émerge en 24 heures, alors je ne sais pas, peut-être ils y avaient pensé quand même un petit peu avant, ils avaient commencé à travailler. Est-ce qu'il n'y a pas, quand on est du point de vue de la BNF, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant? C'est aussi le but, je pense, de cet événement, d'avoir des idées qui émergent et tout ça. Mais c'est vrai que quand c'est bien fait et quand il y a une sorte d'évidence, vu que toutes ces données sont disponibles, la géologue, les œuvres elles-mêmes, les cartes d'un autre côté, vous avez réagi comment quand vous avez vu le projet émerger, quand vous avez vu le résultat? Alors, en fait, le truc, c'est que Gallica, c'est une bibliothèque encyclopédique qui couvre tous les champs du savoir, parce que les collections de la BNF en elles-mêmes sont encyclopédiques, c'est la grande force de cette bibliothèque. Donc, les services qu'on peut associer à ça, c'est un peu pareil, c'est un peu encyclopédique. Il y en a plein qu'on pourrait développer, et on a plein d'idées, nous, sauf qu'on a les moyens qu'on a, on a une feuille de route monstrueuse, et donc le hackathon, ça peut aussi servir à mettre des priorités. On se dit, finalement, tu fais venir
une centaine de personnes hyper motivées sur ce hackathon, qu'est-ce qui sort en priorité? Et donc nous, ça nous met une priorité sur l'un de ces projets. On dit celui-là, on va le passer en priorité. On veut que ce soit un événement annuel. Donc les projets qu'on prime tous les ans, on va essayer de les faire vite pour pas avoir 15 ans de retard au bout de 15 hackathons. Donc du coup, on va les faire un peu vite. Ça nous donne une forme de priorité qui est un peu en dehors de notre schéma plus classique avec un plan défini. On fait un plan de développement logiciel et on dit voilà, on va faire ça maintenant, ça après, ça plus tard. Là, on se dit tiens, celui-là, il sort. Donc on va le faire en priorité. Il y a par exemple un truc qu'on avait assez envie de voir sortir, qui n'est pas sorti pour le hackathon, qui était de faire un moteur de recherche par l'image. Google, tu mets une image, il te sort l'image qui correspond. On s'était dit, ça serait marrant d'avoir dans Gallica, tu tapes tabouret et le moteur, il comprend tout seul, il détermine les formes. Voilà, ça c'est un truc qui est vachement dans l'air du temps. On l'attendait, il n'est pas sorti. Et bien c'est pas grave, on a d'autres projets. Donc c'est ça aussi un hackathon, c'est le fait de se dire, qu'est-ce qui sort d'une communauté? Tu fais venir à un moment donné, tu regardes ce qui sort et ça te permet de donner des priorités. Pour revenir dans les mots à la mode, ça amène une sorte d'agilité dans le développement même de... Agilité. Attention, le mot proactif arrive. Non, je suis désolé, on fait une émission sur le hackathon, je peux dire agilité. Il se trouve que tous nos projets au département des systèmes d'information de la BNF sont développés en mode agile. Donc on utilise la méthodologie de manière très précise, etc. Moi je dis des fois qu'on fait de l'agilité mais qu'on n'est pas assez souple. C'est-à-dire que la méthode agile et la façon de travailler comme ça, c'est une méthode, mais tu as aussi besoin d'inputs qui viennent de la communauté. C'est-à-dire que la façon de faire, c'est une chose, mais la façon de décider, c'en est une autre. Ouais, bien sûr. Et alors, donc, à propos de moteur de recherche d'images, ça nous amène à un autre projet, pas celui qui a gagné, mais celui qui m'a fait le plus rire, qui s'appelle Gallica LOL. Forcément, c'est vendeur. Hein. C'est ton idée, apparemment. Ouais, on y avait réfléchi un peu en avance avec, pas un collègue, mais un pote, justement pour préparer le hackathon. On s'était retrouvé dans un bar. C'est-à-dire que c'est une... donc, l'équipe, elle est composée de gens qui se connaissaient avant. Ouais. Vous êtes qui, les loleurs? À moitié, on était des gens, en fait, on s'est rencontrés à Nuit Debout. Et justement, on réfléchissait sur les manières de travailler, etc. Et on voulait aussi, je sais pas, s'amuser, quoi. On se disait qu'on savait faire des choses, mais qu'on n'avait pas eu l'occasion vraiment de faire quoi que ce soit en termes concrets. Et du coup, là, ça nous paraissait marrant. Et en même temps, justement, il y avait ce côté où c'était pas lié ni au travail, ni à un espèce de truc militant, pur et dur. Et du coup, on s'est dit, on va y aller pour voir, ça fait une bonne excuse, quoi. Ok, donc il y a un truc cool, c'est comment Gallica LOL a fait une image pour expliquer Gallicart, mais du coup, vous allez comprendre le principe du Gallica LOL. Je sais pas si c'était clair, mais Gallica LOL, c'est ça. C'est des paroles de Kyo, hein, pour les vieux. Donc en fait, c'est un moteur de recherche qui va chercher les images dans la base de données de Gallica et qui permet de rajouter dessus une grosse police impact. Alors en fait, c'est même pas un moteur de recherche, on utilise le moteur de recherche de Gallica. On se connecte justement sur l'API directement. On a, le truc est assez bien fait pour qu'il y ait juste la démonstration en même temps. À taper des mots-clés et puis ça nous sort toutes les images. Et puis après, on a juste fait nous la partie qui existe certainement déjà partout ailleurs, c'est déjà un temps de même, en rajoutant des mots dessus, on a un peu tweaké les machins et les bidules. Et on choisit son image. Ouais. On peut la recadrer, la redimensionner. L'image de chat, c'est original. Au hasard. Et on peut écrire un truc au-dessus et on peut écrire un truc en dessous. Ouais, du coup, nous, on s'était vraiment dit, faut que ça aille directement sur Twitter le plus rapidement possible. C'est un peu ce qu'on avait en tête, c'est de partir de Gallica pour aller jusqu'à Twitter et comment faire ça le plus simplement et le plus... 3 clics chrono, quoi. Ouais. Et ça marche. Après, il y a le bouton télécharger et c'est prêt à l'emploi. Donc du coup, ça marche super bien. Et ce qui est bien, c'est que ça permet déjà de découvrir juste toute la base d'images qu'il y a dans Gallica. Parce que on peut nous le dire comme ça, il y a tant d'images. On peut nous dire il y a une richesse insoupçonnée de trésors dont vous ne soupçonnez même pas l'existence à l'intérieur. Tu t'en rends pas compte. Alors que là, on te dit fais un truc drôle avec une police impact. Tout de suite, tu as des idées de mots à chercher. Et c'est là que tu fouilles dedans. Ouais, en plus, alors, du coup, tu te dis genre je vais chercher des trucs genre drôle, chat, machin truc, etc. Et c'est comme ça que tu trouves pas. Et après, ça amène quand même à se creuser la tête, à chercher... des mots-clés un peu plus sympas pour trouver des images et aller voir dans les détails en fait. Moi, c'est un truc que j'ai un peu découvert, un mécanisme comme ça que je pensais pas avoir exploré dans ce projet-là. C'est de regarder une image et en fait, la plupart des mèmes ou des images comme ça, c'est des bouts d'images en fait. Et du coup, si tu réfléchis trop et que tu dis, genre je sais pas, quelqu'un qui dort, tu vas pas le trouver, tu es obligé de chercher sommeil, chercher
d'explorer un petit peu justement les connotations, etc. T'apprends à chercher. Ouais. Ouais. Et à chercher dans les détails d'une image. C'est pas juste un survol en fait, parce que si tu survoles, tu tombes rarement sur l'image qui va te faire rigoler tout de suite en fait. Mais c'est bien parce que du coup ça rafraîchit un peu la mode des reaction pics qu'on partage sur les réseaux sociaux. Et franchement, Giphy, depuis le temps que tout le monde s'en sert, on commence à un peu avoir fait le tour et on les connaît tous par cœur. Donc là on se retrouve avec des images du siècle dernier à ressortir et je pense que ça vaut le coup de lancer une petite mode sur Twitter à base de ça. Alors il y a eu des images qui ont été créées spécialement qui ont circulé pendant le hackathon. Ouais. Et le compte Twitter marche très très bien. Moi j'ai jamais vu ça en termes de community management. En 24 heures on a genre 200 followers, je sais plus exactement, mais c'est assez... Et ça permet de rattacher vraiment de rattacher les vieilles images à l'actualité maintenant, parce qu'il y a un autre projet par exemple qui était, alors c'est très rigolo, ça va chercher des citations de Diderot quand tu tapes un mot-clé en allant chercher dans ses œuvres complètes, et du coup il y a un jeu de mots, attention, c'est un Diderot. Ouais. En fait, ça ne cherche pas que les citations de Diderot. L'idée, c'est de partir de Diderot, mais ça cherche dans l'ensemble du texte intégral des œuvres qui ont été scannées à la BNF. Ouais. Donc, ça cherche dans, globalement, tout ce qu'on a en texte intégral. Donc, c'est ça qui est marrant, parce que ça fait sortir des choses en lien avec l'actualité qui sont parfois assez décapantes. Ouais. L'idée est bonne, mais effectivement, après, quand on commence à chercher tout de suite avec la primaire à droite et l'actualité du week-end, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des citations de Diderot. Sur François Fillon. Ouais. C'est un peu compliqué. Mais il y en a, parce qu'il y a un peu de texte contemporain dans Gallica quand même, puisqu'on a un projet de numérisation des indisponibles édités. Et donc, du coup, ceux-là, ils font partie de la base de texte. Donc, on trouve même des choses très récentes. Ah oui. Et puis, ça peut permettre aussi de faire des choses un peu décalées. Là, juste avant, je me suis amusé à essayer de taper No Life dans Diderot. Ouais. Et en fait, il en sort parce que nolife, c'est une forme d'impératif en latin. Et donc, on a des textes de grammaire latine qui sortent, mais c'est la même orthographe. Donc, on peut faire du tweet un peu décalé. D'accord, nous appellerons cette chaîne Nolifé. Ce que je trouve très très intéressant sur Gallica LOL et le projet, c'est que au-delà de cette de l'aspect un peu très contemporain, on pense à Giphy, on pense à cette capacité de communiquer, mais ça connecte aussi Gallica à la culture web. C'est quand même deux éléments qui sont relativement distincts, hein, même si Gallica, par son côté accessible, open access et tout ça, est très moderne en soi, mais connecter Gallica à la culture web, c'était pas quand même quelque chose d'évident, et c'est quelque chose qui est très intéressant du point de vue de Gallica. Ça fonctionne très bien. Il y avait plusieurs projets qui étaient un peu là-dedans. La communauté des Gallicanos, donc les gens qui s'intéressent à Gallica, qui partagent un peu sur le web, et l'équipe réseaux sociaux de la BNF, avaient déjà entamé cette dynamique-là. C'est qu'il y a une volonté d'essayer de coller un peu à l'actualité. Et l'an dernier, ou il y a 2 ans, on a invité l'équipe réseaux sociaux de Gallica au HuffPost à tenir la une du HuffPost sur leur site web pendant une journée. Et donc, ils ont mis des images de Gallica, là c'était éditorialisé, sur la une du HuffPost, en lien avec l'actualité du jour. Donc on avait commencé cette dynamique-là, et là ce qui est marrant, c'est que dans le hackathon, on retrouve cette envie-là de développer des outils à partir de ça. Tu parlais de Giphy tout à l'heure, on a fait un projet avec l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, cette année, pareil, sur des projets visant un peu à renouveler l'accueil à la BNF, et il y a une des étudiantes qui nous a proposé une appli qu'on va développer, qui s'appelle Pop-Out, et qui permet de générer des gifs animés à partir des collections de Gallica. Donc on a retrouvé aussi finalement cette idée de se dire il faut qu'on connecte la culture web avec ce contenu patrimonial, parce qu'il permet de faire un peu, d'insérer encore plus une forme de décalage, et le décalage c'est déjà un gimmick qu'on retrouve dans la culture web. Donc finalement Gallica pour ça fonctionne très bien. Et vous, dans l'équipe Gallica LOL, est-ce que vous aviez déjà envie de faire des ponts avec justement les musées, de relier la culture web justement à la culture plus classique, mais de votre côté? Ouais, non, moi, d'un côté, c'est un truc qui me fait beaucoup rire, c'est le compte Twitter What the fuck Renaissance, justement, qui poste des images de la Renaissance avec des commentaires plus contemporains. Je connais pas celui-là. Du coup, mais j'avais jamais eu l'idée en fait. Pourtant, je travaille sur des catalogues, etc. Et je pense que c'était vraiment de me poser la question de qu'est-ce que je vais faire qui ressemble pas à mon boulot, mais qui reste du web. C'est l'intérêt des hackathons là-dessus, c'est justement de s'ouvrir l'esprit, d'ouvrir les possibilités. Ça s'est passé comment, du point de vue de Gallica LOL, de cette équipe pendant ces 24 heures-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est déroulé pour aboutir à ce résultat-là? On savait vers quoi ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire ce bouton push to Twitter, quoi. Après, on a intégré notre équipe qui voulait faire de la recherche d'images dans les fonds de presse.
Du coup, eux, ils ont fait justement toute l'amélioration de l'accès au moteur de recherche. Et puis voilà, du coup, il y avait une partie des gens qui nous trouvaient des images, et nous, on prenait les images et on les mettait sur Twitter avec un bouton. Et ça a duré 24 heures et vous n'avez pas dormi On a dormi en moyenne, je pense, 4 heures, Ouais. un truc comme ça, maximum. Et ils ont posté des gallicas même de gens explosés par terre à la fin d'une orgie en disant que c'était eux. Non mais c'est vrai qu'on avait mis une logistique un peu en place, c'est ça qui était marrant, on voulait vraiment faire 24 heures chez nous parce qu'il y a des institutions qui louent des locaux, on va dans des locaux spécifiquement adaptés pour ça, on fait un peu ça en mode centre de conférence. Nous on voulait le faire vraiment à la bibliothèque François Mitterrand, chez nous, et donc on a mis en place tout un système de dortoir, d'alimentation en café illimité, enfin ça a été quand même un peu une aventure pour maintenir ce gros vaisseau actif pendant 24 heures sans s'arrêter. J'ai compté avec les collègues qui se sont motivés sur l'événement, on a tenu 94 plages de permanence. Et il y a pratiquement 90 collègues qui sont venus tenir des permanences durant le hackathon pour expliquer une norme informatique hyper compliquée à servir du café au restaurant. Donc il y a vraiment tout le monde s'est investi sur un très grand nombre de postes et ça aussi est une aventure collective assez admirable de ce point de vue-là. Des gens de toutes les catégories, des gens qui sont venus d'autres sites de la BNF parce qu'ils ne travaillent pas tous à François Mitterrand et ils sont tous venus pour soutenir l'événement durant un week-end de manière extrêmement volontaire parce qu'on n'a forcé personne, on a fait ça sur la base du volontariat et ça a vraiment très bien fonctionné aussi de ce point de vue-là. Enfin, parce que nous, justement, on trouvait l'idée assez simple qu'on avait prémédité. Et du coup, on avait vraiment prévu de venir, de le faire en une demi-journée, peut-être de rentrer et voir, parce que dormir sur place, ça nous bottait moyen. Mais en fait, au final, on est tous restés jusqu'à 4h du mat. Il y en a qui sont rentrés vite fait, qui sont revenus à 8h du matin, etc. Ça, c'était une de mes petites surprises. Ouais. C'était l'enjeu et ça a bien fonctionné, donc on était assez contents parce qu'on se disait ça va être l'aventure pour tout le monde, hein, parce que c'était une première. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est encore une fois, c'est la matière première d'un hackathon en fait. C'est les hackathons, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un propos à la mode. Il y a des entreprises privées qui font des hackathons. C'est un peu une sorte de mot valise qui veut tout et rien dire. Mais en fait, à la base, c'est aussi réunir des gens pour travailler sur une matière première spécifique. Et plus la matière première est large et passionnante, plus les idées et les choses qui peuvent ressortir sont originales et sont pertinentes en fait. Et là, c'est vrai que on prend la BNF, c'est quand même un matériau de base qui est absolument dingue. Et à partir de là, avec des connaissances en informatique, il n'y a pas vraiment de limite. Et c'est ça qui est passionnant. Mais c'est ce que tu nous disais d'ailleurs juste avant l'émission Time King, que il y avait une différence avec d'autres hackathons que tu avais déjà vus où les gens avaient plus envie de profiter des développeurs. Là, je crois qu'il y a vraiment une contrepartie, c'est-à-dire toute la richesse du catalogue, etc. Qui était proposé et donné à l'avance en fait, et pas juste des vagues jeux de données ou juste, je sais pas, il y a eu beaucoup de hackathons faits dans le privé où en fait c'était des espèces de brainstorming cachés ou plus ou moins cachés d'ailleurs, ou de faire des bouts d'appli à la place de leurs équipes ou je sais pas quoi. Et ça c'était un truc qui m'avait un peu dégoûté, pas dégoûté des hackathons, parce que mais ça faisait un moment que j'étais pas allé à un hackathon. À cause de ce genre de pratique, quoi. Bon, c'est cool, vivement la prochaine du coup. Bah ouais. Donc, et Gallica-LOL, vous avez le laissé en ligne un peu quand même. Hein, si j'y retourne dans 6 mois sur Gallica-LOL, ça sera toujours en ligne, j'espère. Normalement, on a même acheté le nom de domaine, là, gallica.lol. Cool. on va essayer d'en pérenniser un maximum en tout cas, parce qu'il y avait des services qui étaient vraiment bien. Ça serait bien. En tout cas, celui-là, il me faut sous la main tout le temps. Bon, merci à vous deux. On va faire une petite virgule what the fuck avec de la peinture et de la musique. Ça ressemble à ça. Moi, je pense qu'il y a un hackathon derrière. C'est obligé. Il y a un brainstorming en tout cas. Mais c'est sur le compte YouTube qui s'appelle Die Struktur. Donc c'est des Allemands a priori. J'ai pas vraiment cherché si c'est un collectif ou quelqu'un. En tout cas, à la base, apparemment, c'est une création musicale composée dans une gamme de Ball & Pierce. Alors, pour ceux qui s'y connaissent en musique, c'est de la musique contemporaine inventée par des ingénieurs dans les années 70, basée sur un rapport de 12e, c'est-à-dire qu'il y a 12 notes entre la première et la dernière. C'est donc un tritave au lieu d'un octave, parce que normalement, on fonctionne par gamme de 8 notes. Bref, c'est de la musique contemporaine et le chat est là pour illustrer. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est la musique. Il y a d'ailleurs une autre vidéo de ce youtubeur qui n'en a que 2 avec des Barbies torturées pour illustrer l'autre composition musicale en Ball & Pierce. Moi, je préfère le chat. Hein. Et ça, c'est un autre style. Ouais, il est toujours là. Il a un lance-flamme maintenant. C'est un autre style. D'accord.
C'est les trucs que j'aime sur YouTube. C'est bizarre, tu comprends pas tout, mais tu trouves ça bien. Et du coup, on va faire un potager du web aussi musical. Alors, c'est un potager du web qui nous a été suggéré par Vincent Remond sur Twitter. Merci mon gars, c'est une très bonne idée. Parce que c'est pas parce que Alexis Kaufmann n'est plus là avec nous pour nous parler de domaine public qu'on va arrêter de parler de domaine public. Nous avons là un projet qui s'appelle le Boléro Project, initié par un certain Fabien Labonde, qui a invité 30 musiciens à rejouer le Boléro de Ravel parce que il est s'est élevé dans le domaine public le 30 avril 2016. Alors si vous voulez réviser, on avait fait une émission avec Lionel Morel-Calimax, c'était l'émission numéro 68 au mois de mars, où justement il avait expliqué que Ravel c'était super compliqué. Normalement on entre dans le domaine public le 1er janvier de chaque année. Et lui c'était ça, sauf le Boléro qui arrivait le 30 avril, je ne sais plus pour quelle raison. Et pour fêter ça, parce que c'est quand même une grande œuvre que tout le monde connaît, même quand on ne sait pas comment elle s'appelle, il a lancé ce projet. Alors on va écouter un peu, je vais vous raconter l'histoire qu'il a résumée sur son blog. Donc sur son blog, il explique que tout a commencé quand il était au lycée et qu'il a passé son bac. Il a acheté la partition du Boléro de Ravel avec des francs, précise-t-il, dans une boutique des partitions juste à côté du lycée. Et en plus, c'était même pas pour l'utiliser, c'était seulement pour l'avoir. Parce qu'il lisait, il comprenait pas tout, mais il apprenait l'organisation des notes, l'organisation des instruments, des familles d'instruments. Et puis il l'a gardé avec lui sans rien en faire pendant pas mal d'années. Et c'est quand Boléro est arrivé dans le Boléro est arrivé dans le domaine public qu'il s'est dit « ça y est, cette partition, il faut que j'en fasse quelque chose ». C'était le déclic que j'attendais et mon projet est arrivé à maturité. Concevoir un arrangement à ambiance multiple de l'intégralité du Boléro. Donc ça dure 15 minutes 30 la vidéo. C'est toute la pièce avec tous les musiciens qui voudraient bien me rejoindre. Donc comme ça fait, je sais plus, 20, 25 ans, 30 ans qu'il est dans la musique, ça n'a pas été difficile. Il a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Qui veut jouer le Boléro avec moi? Et il y a plein de gens qui lui ont répondu. Donc là, ils sont une trentaine de musiciens. Il a fait un tableau géant dans lequel il a marqué qui va jouer quoi. Il a envoyé des indications super précises à chacun avec la partition de ce qu'il doit jouer, les tablatures, des MP3 pour montrer la maquette et ce qu'il imaginait un petit peu. Et ensuite, les gens ont enregistré chez eux. Avec des recommandations musicales, il dit de chef d'orchestre, quoi, et ils lui ont envoyé la vidéo. Alors il y a des anecdotes du genre, il y en a un qui a oublié de se filmer, il a juste enregistré le son en musicien avec ses réflexes, donc du coup lui il a dû faire semblant de jouer pour refaire la vidéo par-dessus. Il y en a certains qui sont venus enregistrer directement chez lui, mais c'était toujours un par un. Ce qui fait qu'à la fin, on a des gens qui ont joué que leur partie dans leur coin avec des instructions et une partition, et personne ne s'est vu. Ils n'ont pas joué ensemble, et chacun de ces musiciens a découvert le projet final une fois que la vidéo était finie finalement. Et il y a eu des semaines et peut-être des mois, je sais pas, d'arrangement, de montage, de mixage de Fabien Labonde pour arriver au résultat. Gros boulot d'arrangement. Et il conclut en disant que c'était super, qu'il remerciera jamais assez tous ses invités, et surtout que du coup il faudrait qu'il en rencontre quelques-uns dans la vraie vie, parce qu'il y en a toujours 3 ou 4 qu'il ne connaît même pas en vrai, en fait, il ne les a jamais rencontrés. Moi je dis next level, faire tout ça en direct, en live, sur En concert, ouais. Je pense que c'est jouable. Alors, vous pouvez aller vérifier, puisque comme c'est tombé dans le domaine public, on a mis la partition originale sur Gallica. Donc tout à fait, Ouais. c'est élevé au domaine public, donc vous pouvez aller voir les partitions sur Gallica, puisqu'on les a libérées. Il y a aussi des partitions sur Gallica, bon à savoir. Il y a absolument tous les instruments, ça va jusqu'au thérémine, là, je sais pas comment ça se prononce, le truc avec les ondes. Térémine. Il y a quelqu'un qui peut jouer des partitions au thérémine? Je savais même pas. Bien sûr, Ah ouais. oui. Ça fait des notes, hein. Ouais. Faut avoir une bonne gestuelle. Oui, c'est ça. C'est choper la note pile poil, c'est pas facile quand même. Voilà. Franchement, mettez-vous les 15 minutes en fond dans le casque pendant que vous bossez, c'est super chouette. À condition de ne pas être trop allergique au Boléro de Ravel quand même. Hein.
il faut pas l'écouter trop souvent, mais Oui, c'est ça. on va finir par des poils, bien entendu, avec une petite surprise. J'ai eu un problème. C'est que déjà j'étais super à la bourre pour préparer les podcasts. Et... Ça, il faut jamais le dire. Non, mais attends. Non, mais faut pas. Mais c'est important la petite histoire. Et j'ai réussi à tout prévoir, sauf le moment où on est la veille au soir à minuit et je n'ai toujours pas de vidéo de poils parce que je trouve pas. Et là, tout d'un coup, j'ai eu un éclair de génie et je vous présente ma vidéo de poils. C'est quoi cette musique? C'est YouTube. Ça, c'est du Gallica. Génial. Je savais qu'on avait des chats, mais je pensais pas qu'on en avait autant. Il y en a pas mal en fait. Hein. Voilà. Bravo. Merci. On va voir la vidéo, c'est sur YouTube et tout. Ouais, c'est sur YouTube. Elle est cachée pour l'instant, mais je vais la mettre en public. C'est du Dès qu'on diffuse. homemade à poil. Ouais. C'est bien. Merci Super. Gallica, merci tous les chats anonymes, merci la BNF, merci Gallica LOL, merci tout le monde, merci Mathieu, merci Tamkin, merci Erwan, merci David. Non, mais il y a une émission la semaine Merci prochaine. Ravel. Oui, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.